Sommier, grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Martial. Et le nouveau numéro du magazine Omerta qui vient de sortir en kiosque est intitulé Iran, Syrie, Gaza, l'offensive des néoconservateurs. Régis Le Sommier, qu'est-ce que le néoconservateur au juste? Vous parlez d'idéologues présents chez les Républicains, mais aussi chez les démocrates. Charles Danjou, le président d'Omerta, dit dans ses colonnes de son éditorial, ils sont partout. Est-ce une véritable doctrine ou plutôt une nébuleuse d'influenceurs? C'est une nébuleuse d'influenceurs qui a eu ses heures de gloire. On se souvient de la guerre en Irak, personne n'a oublié Richard Perle, Paul Wolfowitz. Ces gens qui étaient au sein de l'administration Bush, qui attendaient leur heure quelque part. Et au moment où il y a eu le 11 septembre, avec d'abord la guerre en Afghanistan, puis ensuite la guerre en Irak, eh bien, ont provoqué, on va dire, ces chaos, surtout sur l'Irak, c'est-à-dire qu'ils ont influencé la politique étrangère directement des États-Unis. Il faut savoir que ce n'est pas un courant qui est né comme ça du jour au lendemain, il est bien plus ancien. Et aujourd'hui, même si les néoconservateurs, on peut dire, n'ont plus autant d'influence qu'ils en avaient avant, notamment grâce à des personnages comme Trump, on ne va pas en parler, mais bref, en tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas tout à fait aligné avec eux. Ils sont quand même très influents en politique étrangère américaine et je dirais qu'il y a chez eux, ils ont établi des lignes directrices dans cette politique étrangère américaine, toujours évidemment autour de l'imposition, on va dire, de la démocratie, entre guillemets, par la force, les principes américains, ce qu'ils appellent moral clarity, c'est-à-dire le bien, le mal, vous êtes avec nous ou contre nous, célèbre phrase de George Bush, et puis des obsessions, on va dire, qui remontent à plusieurs décennies. Abattre la Russie, l'affaiblir, voire la balkaniser. Ça, c'est vraiment le concept de balkanisation. C'est vraiment un concept néoconservateur. Madeleine Albright, les Balkans. Et puis ensuite, ça s'est fait un petit peu partout, notamment autour pendant l'ère Clinton. Les néoconservateurs sont aussi présents en France. Il faut voir qu'ils n'ont pas simplement, ils ont aussi traversé l'Atlantique depuis longtemps. Ils sont présents au Quai d'Orsay. La guerre en Libye, on pourra dire, est quelque part leur œuvre. Donc, ils ont plusieurs sphères d'influence comme ça, plusieurs obsessions, et une d'entre elles principalement, c'est l'Iran, avec les alliés qu'ils peuvent trouver évidemment en Israël, par l'incarnation est Benjamin Netanyahou. La petite difficulté, c'est dans le terme néo-conservateur. Conservateur, c'est bien évidemment quelque chose qui est considéré comme de droite. Or, vous dites que ce sont aussi d'anciens trotskistes qui sont passés à droite ensuite, mais... Absolument. Absolument, selon si vous voulez, des gens qui... ce qui a été déterminant dans la naissance des néoconservateurs, c'est l'université de Chicago, en termes de théorie, de pensée, et ça s'inscrit dans le paysage américain à la fin de la guerre du Vietnam, un petit peu. Les néoconservateurs voient leur naissance dans l'administration de Gerald Ford, avec le plus jeune secrétaire de l'histoire à l'époque, qui deviendra le plus ancien sous George Bush, qui était Donald Rumsfeld. Et évidemment, Paul Wolfowitz aussi commence sa carrière à cette époque-là. Des gens comme Douglas Faith, qu'on va retrouver au Pentagone pendant l'administration Bush. Tous ces gens-là commencent à éclore à ce moment-là, en faisant un simple constat, c'est-à-dire que ce sont des gens démocrates à la base, on va dire, qui vont adhérer aux idées républicaines, mais pas au républicanisme à la Reagan. C'est-à-dire que le néoconservatisme va mettre du temps à s'imposer, parce que c'est une vision messianique, une vision globale. On peut dire que néoconservateurs et globalistes ont un peu les mêmes obsessions et participent un petit peu de la même philosophie. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant longtemps, notamment quand Ronald Reagan est élu, avec George Bush père à la suite, qui est une sorte de troisième mandat de Ronald Reagan, eh bien George Bush père a cette formule pour les néoconservateurs. Il les appelle les illuminés du sous-sol. Et les illuminés du sous-sol, pourquoi ? Parce qu'à la Maison-Blanche, ils ont un bureau qui s'avère qui est un petit peu dans les bas-fonds de la Maison-Blanche. Donc en fait, c'est pas qu'ils les prennent pas au sérieux, c'est qu'ils considèrent que leurs idées, leurs théories, finalement, représentent un danger et qu'on est plus sur une Amérique avec une vision kissingerienne de la politique internationale et non pas l'idée de transformer le monde sur le modèle américain avec un certain nombre de principes bien établis. Pour illustrer votre propos, vous citez dans votre éditorial une personnalité, celle du sénateur américain Lindsey Graham. Alors pour vous, il ne fait aucun doute que derrière le politicien Graham, je dirais qu'il est vraiment, se cache
cache le visage d'un projet donc idéologique, si j'ai bien compris, qui traverse les présidences américaines, là encore, vous l'avez dit, de Clinton à Biden, parce qu'on va mettre en réserve le cas de Trump pour l'instant. Lindsey Graham, c'est véritablement celui qui peut dire il faut mieux combattre nos ennemis là-bas que les voir venir nous tuer ici. Oui, alors ça c'est un grand classique qui avait déjà été utilisé pendant la guerre en Irak pour vendre la guerre aux Américains, c'est-à-dire de dire si on mène cette opération d'invasion de l'Irak, on va détruire des terroristes. On va d'abord expliquer que Saddam Hussein est proche d'Al-Qaïda, il est proche de Ben Laden, il a rencontré un membre d'Al-Qaïda, c'était à Vienne, ça avait été pour montrer qu'il y avait une courroie de transmission entre Saddam Hussein, en fait, qui n'avait aucun rapport avec l'islam radical, mais peu importe, l'idée c'était de montrer que le 11 septembre c'était de sa faute. Et que, en gros, si on ne faisait rien, eh ben, le même Saddam Hussein finirait par nous attaquer sur le sol américain. Toujours cette obsession de déplacer le conflit ou de le démarrer de façon à dire attention, comme ça, nous on se préserve, nous Américains. Ça c'est vraiment très néoconservateur. Et est-ce que c'est pas très américain? Parce qu'il y a peut-être des antécédents avant l'Irak. Bien sûr. Et puis les Américains. C'était pas une méthode? Les Américains ont toujours, on va dire, à part le 11 septembre, où là, pour le coup, l'islam radical porte la guerre sur le sol américain, et je crois une plage du côté de Malibu qui a été bombardée par des sous-marins japonais en 1941, sinon le territoire américain n'a jamais été touché par des guerres, je parle à part la guerre de sécession et des problèmes internes américains, mais il n'y a pas eu de conflit avec... Exporté. Il n'y a pas eu, ils n'ont pas vu leur ville détruite comme chez nous, pendant le premier conflit mondial, pendant le deuxième conflit mondial, alors qu'ils ont été partie prenante de ces conflits. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a toujours cette projection et l'idée que l'Amérique est unique, que l'Amérique est la nouvelle Jérusalem aussi quelque part. Il y a une sorte de messianisme du message américain et ce que se disent les néoconservateurs, parce que attention, quand j'ai expliqué tout à l'heure que c'était à la sortie de la guerre du Vietnam que ça se produisait, au moment de l'affaire des otages en Iran, au moment de la présidence avant la présidence de Jimmy Carter. Pourquoi ça se passe à ce moment-là? Parce que l'Amérique est très affaiblie. Et donc ces gens venus, pour certains de la gauche, estiment qu'il faut un sursaut américain et que le message américain doit s'imposer dans le monde. Ça, c'est leur vision de la chose. Alors c'est aussi hérité d'une pensée, c'est là où c'est important et c'est là où une personne comme Lindsey Graham, je vais vous donner par exemple une anecdote à propos de Lindsey Graham juste après, mais avec l'idée de l'affrontement avec la Russie qui n'aurait jamais cessé. Je fais cette parenthèse sur Lindsey Graham parce que le personnage est intéressant. Pendant longtemps, il avait un acolyte qui s'appelait John McCain, héros du Vietnam, etc., mais qui a toujours eu, et ces deux-là ont toujours voulu intervenir partout dans le monde. Dès qu'il y avait la Corée du Nord qui agitait ses missiles, il fallait intervenir. Si on les avait écoutés, la planète serait à feu et à sang aujourd'hui. Leur surnom, les cavaliers de l'Apocalypse. Oui, tout à fait, parce qu'on les retrouvait un petit peu partout. Et Lindsey Graham, moi je me souviens de l'époque de la traque de Ben Laden. J'étais correspondant de Paris Match aux États-Unis. J'allais souvent à Washington. Et à l'époque, je regardais les choses. Donc c'était le fameux choc des civilisations, l'Amérique était en Irak, on se battait contre l'insurrection irakienne, en Afghanistan il y avait les talibans, etc. Donc des manifestations de l'islam radical. Et le même Lindsey Graham avait écrit un édito, je ne sais plus, je crois que c'était dans le Washington Times, expliquant que tout ça c'était bien, que oui en effet il fallait en fait régler son compte à l'islam radical, mais il fallait pas perdre de vue le véritable ennemi, qui était la Russie. Qui était là, qui était toujours prêt à nous prendre à la gorge, qui un jour se manifesterait, là sur le coup il n'a pas eu tort, mais que en gros, si vous voulez, dans la philosophie, c'est que c'était un peu une perte de temps, ce combat contre la terreur, comme le disait George Bush, War on Terror, c'était un peu une perte de temps et qu'il fallait pas oublier l'objectif principal qui était d'affaiblir la Russie, qui était de la mettre à genoux. Et voilà. Et donc il y a eu toujours, et moi je me souviens dans un de mes
papiers, sur John McCain, j'avais dit c'est un orphelin de la guerre froide, en fait. C'est des gens qui ont perdu un petit peu leur ennemi en 1991. C'est d'ailleurs un des conseillers de Mikhail Gorbatchev qui avait dit on vous a fait le pire des cadeaux, on vous a privé d'un ennemi. Voilà. Et en fait, les États-Unis ont toujours considéré que la Russie était un ennemi digne d'eux. Et d'ailleurs, on le voit avec Trump aujourd'hui. Excusez-moi, on parlera pas de Trump, mais on le voit de bien montrer que cette équation de la guerre froide, elle est assez confortable. Et dans le logiciel néoconservateur, il y a deux obsessions. C'est justement la puissance, l'affaiblissement de la Russie et évidemment l'Iran qu'on met en couverture d'Omerta avec l'ayatollah Khamenei, la guerre de 12 jours avec Benjamin Netanyahou. Beaucoup de néoconservateurs ont souri et se sont dit ça y est, on va enfin mettre à bas le régime des mollahs. Ça ne s'est pas produit à cause ou grâce à Trump, on ne sait pas encore très bien, mais ce qui est clair, c'est que ça a fait sourire Lindsey Graham, et c'est d'ailleurs le titre de mon édito, le sourire de Lindsey Graham. Voilà. On le voit, les néoconservateurs américains rêvent de remodeler le Moyen-Orient. Vous avez cité bien évidemment la Russie, la Syrie, de contenir la Russie, pardon, et pour le Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, l'Iran, on pourrait aussi ajouter l'Afghanistan, l'Ukraine, Gaza. Est-ce qu'on n'assiste pas finalement à une fuite en avant qui alimente davantage le chaos qu'elle ne défend en définitive les intérêts américains, même si c'est au nom de la démocratie? Oui, alors on peut en débattre. Regardez, Lindsey Graham est sénateur de Caroline du Nord. C'est un État qui produit beaucoup d'armements. C'est un État où il y a beaucoup de présence de l'armée américaine. Cette armée américaine gigantesque dont le budget a dépassé les 1000 milliards de dollars, donc c'est l'équivalent des 12 nations qui suivent. C'est un budget, quand on dit l'affaiblissement de l'Amérique, il faut regarder la puissance militaire. Et là, on comprend un petit peu avec ces chiffres que je viens de vous donner. Lindsey Graham, évidemment, il y a une idée de business derrière. D'ailleurs, c'est très intéressant. Lui, comme Mitt Romney, qu'on peut aussi classer assez proche des néoconservateurs, qui est ancien sénateur candidat à la présidentielle, Mitt Romney avait dit, Lindsey Graham avait à peu près la même formule avec l'Ukraine, il avait dit c'est très confortable, c'est le best deal ever, où on donne de l'armement à des soldats ukrainiens qui l'utilisent pour nous et on dépense pas nos soldats, on ne perd pas de soldats et on affaiblit la Russie. Alors ça c'est aujourd'hui au point où on est la guerre, c'est assez... il y a un débat autour du fait a-t-on vraiment affaibli la Russie ou pas, mais enfin on a quand même vendu beaucoup d'armes, on a fait tourner ces industries. Donc évidemment, dans ce cas-là, la pensée néoconservatrice n'est pas simplement une vision, on va dire, messianiste de projection de la démocratie partout sur Terre, elle est aussi une manière de s'enrichir. Alors on en arrive à un point crucial, ce que je vous ai dit en commençant cet entretien, on parlera de Donald Trump après, ouais. si vous voulez bien. Donc allez, on va parler de l'attitude de Donald Trump. Vous savez que Trump déteste la guerre et croit au monde multipolaire, mais est-ce qu'il est un obstacle durable aux néoconservateurs? Ça n'a pas toujours été le cas dans son premier mandat, premièrement. Et puis aujourd'hui, on le voit toujours, Trump a compris que le monde est multipolaire, mais est-ce que c'est finalement un choix stratégique de long terme ou un calcul opportuniste? Alors, c'est la vraie question. Moi, je pense que, authentiquement, oui, Donald Trump déteste la guerre, il déteste la souffrance humaine, il n'aime pas voir les gens mourir. Je pense que c'est quelque chose d'authentique chez lui. Il y a des points comme ça de fixation chez Donald Trump, et celui-là en fait partie. Et il s'enorgueillit d'avoir fait son premier mandat sans déclencher de conflit, ce qui est très rare au regard des présidents américains, puisque je crois que sur les 250, on va bientôt fêter les 250 ans de la démocratie américaine, je crois que sur ces 250 ans, l'Amérique a dû être en guerre 225 ans. Donc c'est très très peu de temps de paix, on va dire. Donc c'est un pays quand même, alors son rapport à la violence, on pourra en parler, mais qui a souvent été donc dans des conflits. La vraie question avec Trump, c'est est-il capable de mettre un terme à cette, on va dire, à cette tendance de fond de la politique étrangère américaine qui s'est déployée au moment de Joe Biden. Ce serait intéressant d'ailleurs de revenir sur l'état de santé de Joe Biden, comment cet état de santé, qui aujourd'hui est officiellement, on sait qu'à une époque, Martial, on ne pouvait pas dire ce que je vais dire. Maintenant, c'est officiel, un livre a été écrit par Jack Tapper, un journaliste chevronné américain, sur le fait qu'on a tous, que tout le monde a caché la sénilité de Joe Biden. Donc, profitant de cette sénilité, c'est sûr que
on a vu étape par étape comment l'armement, par exemple, de l'Ukraine est devenu, et on a fait de ce conflit en Ukraine une sorte de point d'axe finalement de développement occidental à l'est. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'avec Joe Biden, eh bien, il y a eu des gens comme Anthony Blinken, par exemple, qui ont profité pour tirer les ficelles derrière, qui faisaient finalement la vraie James Sullivan également, des gens autour de Joe Biden qui faisaient la vraie politique américaine et qui étaient aux commandes. Et ces gens étaient évidemment très proches de personnages comme Victoria Nuland. Je parle d'Anthony Blinken. Victoria Nuland, c'est le Maïdan, c'est le coup d'État contre Yanukovych, c'est le début de l'intervention, on va dire le début du grignotage de l'Ukraine par l'OTAN, ou en tout cas de l'avancée de l'OTAN à l'Est, et on sait que c'est le casus belli qui a déclenché la guerre en Ukraine. Donc on voit que ces gens-là étaient très aux commandes, qu'ils ont armé l'Ukraine, qu'ils ont cru en ce projet d'abattre la Russie, et que ça a échoué. Et Donald Trump, qui est peut-être... alors, il est hostile à ces gens-là. Je rappelle une citation de Donald Trump qui me paraît fondamentale, lors d'une interview avec, je crois que c'était Tucker Carlson, juste avant son élection. Il avait dit, il faisait le bilan de l'intervention américaine au Moyen-Orient sur les 20 ans, et il disait, nous avons dépensé 9 trillions de dollars, donc 9 000 milliards de dollars, à bombarder comme des malades le Moyen-Orient. Nous y avons semé la mort, y compris celle de nos propres troupes. Qu'est-ce que ça nous a rapporté ? Rien. Voilà. Donc ça, c'est le Donald Trump réaliste, le Donald Trump qui va envisager, qui promet d'envisager la politique américaine. C'est Donald Trump de l'Iran aussi, et c'est un Donald Trump finalement très imprévisible. Oui, très imprévisible. Alors ce qui est intéressant, et vous soulignez la question de l'intervention américaine sur Fordo, Natanz et Ispahan, sur les sites de recherche nucléaire iraniens, on peut arguer du fait que oui, il a suivi Netanyahou, oui, dans cette guerre, mais il n'est pas vraiment entré en guerre, et le lendemain, il a proclamé la paix. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu aussi son public MAGA se dresser contre lui à ce moment-là. On a vu des Joe Rogan, des Tucker Carlson, des Steve Bannon donner de la voix en disant « Attention Donald, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu ne vas pas t'engager dans une nouvelle guerre, tu l'as promis, tu ne vas pas aller de l'avant. » Et donc là, à chaque fois, donc Donald Trump, quelque part, cède aux néoconservateurs et appuie Netanyahou, aide Israël, parce que ça aussi, c'est une des pierres angulaires de la philosophie des néoconservateurs, et en même temps, le lendemain, il peut dire, ça y est, j'ai fait la paix, j'ai arrêté la guerre de 12 jours. Ce qui est vrai. Donc quelque part, il joue avec le feu, il sait qu'il peut placer le curseur très loin, mais qu'il a sa base, qu'il le retient. Et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur son soutien à Israël, il est embêté parce que, effectivement, il y a les images de Gaza, on sent bien que l'Amérique est pas très à l'aise avec ça. Il aurait dit à des fonctionnaires israéliens qui lui rendaient visite, mes gens, my people, il a dit are starting to hate Israel. Donc attention, voilà. Donc même si ça reste un soutien inconditionnel, même s'il a placé, on l'a vu, Charles Kushner comme ambassadeur, le père de Jared Kushner, son gendre, comme ambassadeur en France, et qu'on sait qu'aujourd'hui la crise est ouverte avec Emmanuel Macron sur la question justement de la reconnaissance de la Palestine. Là, Trump soutient Israël, mais en revanche, pour ce qui est de déclencher une guerre avec l'Iran, il est plutôt dans la retenue. Pas des néoconservateurs, parce que les néoconservateurs n'ont jamais caché que leur vision philosophique, c'était que Israël, celle de Netanyahou pour l'instant, n'est pas seulement un allié stratégique, c'est la tête de pont de la démocratie occidentale, disent-ils, au Moyen-Orient, et donc il faut la protéger à tout prix. Mais complètement. Et leur idée... et ça, il est dans cet axe-là aussi. Oui, mais leur idée, in fine, c'est de provoquer la chute des mollahs en Iran et d'installer un gouvernement pro-occidental en Iran. En gros, c'est ça. La faisabilité de tout ça est tout à fait débattable, hypothétique et
est parfaitement incertaine. Là, il y a une sorte de conjonction, on va dire, de rapprochement entre cette philosophie des néoconservateurs, qui ne sont pas des gens religieux stricto sensu, mais avec la droite israélienne religieuse, avide d'établir la prophétie d'Isaïe. Là, on sent bien qu'il y a une sorte de convergence dans l'idée. Ils sont tous arc-boutés dans l'idée qu'il faut terminer le régime des mollahs en Iran et changer la nature du gouvernement iranien pour en faire un allié. Ça, voilà, ça fait partie des choses des traits communs aux néoconservateurs et à la droite religieuse israélienne depuis des années. Là, on sent bien qu'il y a une vraie convergence. On sent que ça n'est pas terminé et que dès qu'ils en auront l'occasion, dès que Netanyahou, par exemple, aura terminé Gaza, il est probable qu'on ait à nouveau un épisode guerrier vis-à-vis de l'Iran, avec des faiblesses de part et d'autre. On l'a vu avec la faiblesse des capacités de défense aérienne iraniennes, mais aussi la faiblesse du dôme de fer qui est perméable aux missiles balistiques iraniens qui ont été redoutablement efficaces. Donc là, on est sur cette guerre de 12 jours. Il va falloir mais le rêve des néoconservateurs et celui de Netanyahou, c'est d'embarquer les États-Unis dans cette nouvelle croisade. Et c'est là où on a un Trump qui peut jouer au niveau historique. Le président de la paix, s'il y arrive en Ukraine, s'il y arrive comme il y est arrivé, dit-il, entre le Pakistan et l'Inde, comme il est en train d'essayer de le dire, je crois qu'on va dire un mot sur le Congo, mais là aussi de rapprocher les parties rivales depuis des années, comme il l'a fait avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan également, leur faisant signer un traité de paix. Semblerait que Trump est sur ce versant de l'histoire. Il ambitionne d'obtenir le prix Nobel de la paix. On verra si ça suffira. Mais s'il met un terme à la guerre en Ukraine d'une façon ou d'une autre, ce sera difficile ensuite pour la droite religieuse israélienne et les néoconservateurs de dire on fait une opération sur l'Iran et on recommence une guerre. Voilà. Omerta, le magazine, ce sont beaucoup de reportages, d'entretiens. Il y a un entretien, un scoop avec le fils du commandant Massoud sur l'Afghanistan. Afghanistan qui a été évacué par les Américains dans des conditions absolument désastreuses, hors de Biden, tout au moins, sous l'égide de Biden, tout au moins. Trump dit c'est le chaos, mais c'était quand même lui qui avait mis ça sur les fonds baptismaux en négociant avec les talibans à Doha, notamment par l'entremise de son secrétaire, de son directeur de la CIA, Mike Pompeo. C'est un départ désastreux, on laisse le matériel, les soldats américains sont tués, Kaboul est repris par les talibans. Enfin, c'est un désastre total sous l'égide Biden en août 2021. Qu'est-ce que dit le fils Massoud de la situation ? Le fils Massoud en veut beaucoup aux Américains. Alors, il met bien sûr, évidemment, tout un tas de guillemets quand il parle des soldats américains, reconnaissant le fait qu'ils soient venus, qu'ils aient sacrifié leur vie pour tenter de libérer l'Afghanistan, débarrasser d'Al-Qaïda, chasser les talibans, etc., etc. Mais il en veut beaucoup, effectivement, sur le fait qu'aujourd'hui, son pays est complètement contrôlé par les talibans, qu'on ait quelque part laissé s'installer cette théocratie qui invisibilise la moitié de la population afghane, c'est-à-dire les femmes. Bref, il regarde ça de l'extérieur, puisqu'il n'est pas présent dans le pays, tout en nous expliquant qu'il a des partisans qui mènent une action de guérilla contre les talibans. Moi, je lui ai dit d'ailleurs, je suis allé en Afghanistan il y a 2 ans sous le régime des talibans. J'ai eu l'impression que le principal ennemi des talibans, c'était Daesh, qui, si je puis me permettre l'expression, les débordait sur leur droite, on va dire, plutôt qu'une révolution faite par d'authentiques démocrates capables de se combattre, un petit peu comme était capable de le faire le père d'Ahmad Massoud, Ahmad Shah Massoud, jusqu'à sa mort, le 9 septembre 2001, donc juste avant le 11 septembre. Donc il n'y a pas dans le pays, il y a très peu de représentants d'une opposition, on va dire,
capable de renverser les talibans. Donc on est dans une situation extrêmement critique. Donc les Américains ont laissé et ont livré ce pays parce qu'ils n'en avaient plus besoin et qu'ils avaient d'autres préoccupations qui allaient arriver. Voilà. Vous noterez avec moi que la presse française et européenne avait fait peu de cas du départ des Américains d'Afghanistan, qui est un aussi grand désastre que celui du Vietnam quand ils s'en sont partis. C'est-à-dire en 24 heures, laissant tous les gens, le matériel, etc., aux talibans. Oui, on en avait quand même parlé, le chaos à Kaboul, ces gens qui se jetaient à l'aéroport, qui s'accrochaient aux ailes des avions pour essayer de quitter le pays. C'était absolument incroyable. Ça reste comme une image, comme celle de l'ambassade à Saigon, à l'époque, avec l'hélicoptère et les grappes de personnes qui essayent d'embarquer. Août 2021, Biden. Voilà, exactement. Au crédit du président Biden. Allez, il y a d'autres reportages, et comme il nous reste peu de temps, malheureusement, parce que je vous écouterai bien, moi, toute la journée, vous revenez, vous personnellement, d'un reportage au Kivu, qui est une région martyre de la République du Congo. Alors, une région très instable. Un accord de paix, pourtant, a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour mettre fin à un terrible conflit. Est-ce que cet accord qui a été, qui a été fait en juin dernier, est placé sous l'égide assez intéressant à la fois des États-Unis et du Qatar, est-ce que ça a apporté ses fruits? Vous étiez sur le terrain. Non, malheureusement, quand je suis arrivé, alors j'étais un peu au Kivu, et j'étais surtout dans la zone au nord du Kivu qui s'appelle l'Ituri. Le Kivu et l'Ituri, c'est trois régions qui sont administrées actuellement par un gouvernement militaire. C'est-à-dire, le gouverneur est un général parce qu'il y a la guerre dans ces trois provinces. Nous avons nous avons couvert le massacre d'une quarantaine de chrétiens par un groupe d'origine ougandaise affilié à Daesh. Parce que d'habitude, c'est le M23 qui vient du Rwanda, qui est l'ennemi sur place. Tout à fait. L'ennemi officiel, si j'ose dire. Et là, c'est une autre... Il y a à peu près 150 groupes armés qui évoluent dans cet Est congolais. Le M23 étant le plus important, on va dire, numériquement, et celui qui a réussi à conquérir des territoires, précisons-le, avec l'appui de l'armée rwandaise. Donc ça, c'est attesté. Le rapport à l'ONU explique exactement quelles unités de l'armée rwandaise sont intervenues pour prendre Goma et Bukavu, qui sont les deux principales villes du Kivu Sud et Kivu Nord. En Ituri, donc nous, l'accord a été signé en juin. Nous avons été, un mois plus tard, nous étions dans cette région, et paf, au moment de notre arrivée, 40 chrétiens en pleine messe, un samedi soir, sont massacrés à la machette par un groupe ayant fait allégeance à Daesh. Donc nous sommes allés le lendemain rencontrer ces villageois, assister aux obsèques. C'était absolument émouvant, comme vous pouvez l'imaginer. Et surtout, on est dans des zones, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans des zones qui sont contrôlées par vraiment personne, en fait. Ces bandes pillent les campagnes à la recherche du café, du bois, de l'or, le vernis religieux étant quelque chose, c'est des groupes effectivement djihadistes, mais la préoccupation principale, c'est la prédation des ressources du Congo. Et la clé de voûte, si on veut comprendre ce qui se passe à l'est du Congo, c'est le fait qu'on est dans un pays où il y a les plus grandes richesses du monde, pour certains minerais par exemple, le cobalt, qui est, je vous explique, je vais essayer d'être très synthétique, mais le cobalt, si vous avez une Tesla martiale, il y a 10 kilos de cobalt dans chaque Tesla. Donc il y a besoin d'en avoir, et 80% du cobalt planétaire est produit en RDC, exporté en Chine. C'est la Chine qui principalement détient ces minerais. Vous avez aussi au Kivu, pour le coup, un minerai qui s'appelle le coltan. Le coltan n'est produit sur Terre que dans le Kivu. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près la taille du Portugal, ces deux régions. Dans ce petit endroit est produit tout le coltan du monde. Et le coltan, si nous voulions converser, nous n'aurions pas de téléphone portable s'il n'y avait pas de coltan. Donc voyez, vous imaginez un petit peu ce que possède le Congo, et vous avez des États voisins que sont l'Ouganda et le Rwanda qui depuis des décennies font des incursions
sur des prétextes, pour ce qui est du Rwanda, de traquer ce qu'on appelle les FDLR, qui sont des Hutus responsables, mais c'est très ancien, du génocide rwandais. Donc au prétexte d'aller les chasser, on fait des incursions militaires, on manipule des groupes armés tels ces ADF qui ont massacré ces chrétiens, par exemple, qui sont manipulés pour entretenir ce chaos, et à qui profite ce chaos? Eh bien au Rwanda, à d'autres pays aussi, à la Chine aussi, qui profite évidemment de ces ressources. Et ce qu'a fait Donald Trump dans son imaginaire business, il s'est dit, moi les terres rares ça m'intéresse au Groenland, en Ukraine, mais aussi au Congo, et je fais un accord dans lequel je prends 40%. Voilà, donc je fais l'accord, je fais la paix entre les deux. Alors il faut qu'il soit signé, il faut que Paul Kagame et Félix Tshisekedi se retrouvent dans le bureau ovale et signent avec Donald Trump. C'est pas encore fait, et ça va être fait. En tout cas, l'accord, si vous voulez, s'appuie sur le Congo. C'est là où il y a un énorme soulagement de la part de Kinshasa, c'est que c'est pour eux la fin de l'ère de l'influence du Rwanda, d'un pays qui vient s'essuyer les pieds sur le Congo, lui piquer une partie de ses richesses. Le Rwanda exporte ses minerais alors qu'il n'en possède nullement sur son sol. Donc fatalement, c'est un minerai qui vient d'un côté. Et donc cette terre d'expansion du Rwanda, qui est à l'ouest, donc dans l'est du Congo, eh bien, ça fait des années que, en fait, si vous voulez, ces massacres qu'on fait quand même entre 6 et 11 millions de morts. C'est très difficile à évaluer, mais c'est quand même incroyable. C'est une guerre complètement oubliée. Un silence complet. Qui se fait en silence au nom de ces minerais, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas des chrétiens contre des djihadistes. Oui, il y a cette donne qui vient renforcer. Il voit des chrétiens en train de prier, ce sont des djihadistes. C'est sûr que ça a joué, mais fondamentalement, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est les ressources qu'ils viennent préempter. Également, ils ont quitté le village après avoir fait le massacre en prenant des adolescents pour les transformer en enfants soldats. On est avec des Ougandais, c'est très classique dans la région. Voilà, donc tous ces malheurs, cette somme de malheurs qui se répète à l'infini, eh bien, sera peut-être atténuée par cet accord. Du coup, les Américains ne joueront plus la carte Kagame, que nous continuons jouer en France aussi. Les Américains joueront la carte Tshisekedi et la carte Congo. Est-ce que ça va avoir un impact? Pour le moment, en tout cas, un mois après la signature de cet accord, en tout cas, les promesses, moi, je n'ai pas vu beaucoup de changements. La médiation des États-Unis, mais je vous ai dit aussi du Qatar en un mot. Le Qatar, qu'est-ce qu'il vient faire là? Le Qatar, c'est le champion de la diplomatie internationale aujourd'hui. Et il est partout, le Qatar. C'est quand même intéressant parce que le Qatar a réussi dans le même temps, pas dans le même temps, mais en juillet, donc presque autour du, je crois que c'est le 23 juillet, le Qatar a signé un accord de cessez-le-feu entre l'armée, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC et le M23, un accord de cessez-le-feu qui tient plus ou moins bien. Mais ça a été signé à Doha. Donc, si vous voulez, vous avez l'accord, on va dire, financier, un accord entre les États-Unis, la RDC, entre les États-Unis et le Rwanda, et entre le Rwanda et la RDC, donc 3 volets de cet accord, avec évidemment un partage des ressources. Le Rwanda n'évacue pas, mais censément, le M23 devrait normalement desserrer son étau. Le M23 est toujours pas parti de Goma, est toujours pas parti de Bukavu, et contrôle des pans entiers des grandes villes de ces secteurs. De cette région. Voilà, des deux grandes villes autour du lac Kivu. Et donc, en fait, le Rwanda a servi aussi, de négociation plus sur le volet militaire. Donc, c'est très intéressant de voir que, un petit peu à la manière de ce qui se passe en Palestine, les États-Unis s'appuient sur le Qatar pour justement obtenir la libération des otages. Donc, l'élément qatari est fondamental dans la diplomatie internationale aujourd'hui. Avec l'Oman aussi, avec le sultanat d'Oman plus dans les relations avec l'Iran. Voilà, l'Iran et les États-Unis. Voilà. Merci Régis Le Sommier. Il va falloir revenir, parce qu'on n'a pas. Vous voyez, j'ai encore plein de questions. Oui, il va falloir revenir. On se redonnera rendez-vous. Avec grand plaisir. Moi aussi, je serai ravi de vous revoir et j'invite nos téléspectateurs à se procurer le dernier numéro magazine d'Omerta sur les néoconservateurs que nous avons évoqués longuement. Merci à vous. Merci Martial.